Alors aujourd'hui, il ne me revient pas de présenter le conférencier, car cela revient au créateur de Qui nous dit mot consent, puisqu'il s'agit ce soir de la soirée inaugurale, si je puis dire, de l'activité de ce groupe et surtout de cette revue Qui nous dit mot consent, qui est née à l'initiative des étudiants de l'ENSAL, ce qui me ravit, qui du coup est une initiative appréciée de l'école, puisque l'école a décidé de l'aider dans le cadre de la bourse initiative étudiante, qui valorise les projets des étudiants. Je vais juste prendre le temps de citer les membres, les étudiants fondateurs de cette revue, qui sont Laurent Boutin-Neveu, qui est là, Mathieu Bujnowski, Adeline Collard, Louise Gauman, Anne Clépal, Gabriel Mathias, Marion Rampon, Hugo Ribeiro, qui est là-haut, Thomas Roche, Yann Roche, qui est là, Camille Rouault, Chloé Vialfond, et puis tous ceux qui, parmi vous peut-être, ou à l'extérieur de l'amphi, ont participé à cette première revue, que je serais ravie de lire et de découvrir avec vous, qui se veut une revue critique et multidisciplinaire à la fois. En tout cas, moi je ne peux que me réjouir que l'initiative étudiante vous pousse à lire ce que vos propres collègues et amis écrivent, car je crois que l'architecture et la posture architecturale doit s'écrire. L'architecture se fabrique, vous êtes là pour apprendre à la concevoir et à la fabriquer, mais je crois qu'il est très important qu'elle s'écrive. Et Paolo Amaldi, qui est bien sûr un complice de Cyril Simonet, est là, et je crois que Paolo, même si il est un peu parti de l'école tout en étant encore présent, heureusement, et là c'est parce que Paolo est lui-même, je trouve, un joli témoin de ces architectes qui fabriquent l'architecture, mais qui savent aussi l'écrire, publier, rechercher et faire connaître l'objet de leur recherche. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée d'avoir décidé d'accueillir Cyril Simonet. Je vais laisser la place à Yann qui va présenter la soirée. Merci Nathalie. Dans un premier temps, aujourd'hui, on va vous présenter, donc c'est le lancement du numéro 1 de la revue Qui dit mot consent, qui va se dérouler en 3 parties. On souhaitait faire une organisation en 3 temps. Qui dit mot consent, le magazine, c'était pas non plus qu'une revue, on voulait que ce soit un événement. Donc aujourd'hui, on va commencer par une conférence de Cyril Simonet. Et puis ensuite, on aura 2 soirées de lancement. La première s'effectuera au Café des Arts, qui va vous permettre d'acheter donc un des 600 exemplaires de la revue ici, ainsi que l'un des éditions limitées en vente. Et puis voilà, discuter autour de ce projet. Et dans un 3e temps, on a une 2e soirée qui se déroule à partir de 21h30 dans le Lyon 7e, au Gonzo Bar, à la Rivière. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer par cette conférence, donc le patrimoine sans qualité. On a le plaisir d'accueillir Cyril Simonet, architecte et docteur en histoire de l'art, diplômé à Grenoble, et puis qui est aussi un des rédacteurs de la revue Face, suisse d'architecture, et qui est aussi reconnu pour ses nombreux ouvrages sur le béton, et qui va aujourd'hui nous présenter son point de vue sur l'héritage, sur ce numéro, sur la thématique numéro 1 de Qui dit mot consent. Voilà, on souhaiterait vous remercier. Et puis on souhaiterait aussi remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de monter ce projet il y a plus de 2 ans et qu'on vous présente aujourd'hui. Donc voilà, en vous remerciant, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci encore pour faire des remerciements. Je viens parler avec plaisir pour l'ouverture de ce numéro 1. L'aventure, enfin je ne sais pas si il faut qualifier ça d'aventure, mais commence il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe, quand Paolo Amaldi m'a présenté, je crois que c'était Hugo Ribeiro, et qui me dit il y a des jeunes étudiants qui voudraient monter une revue, je ne sais pas si. On travaille avec Paolo Amaldi depuis des années, notamment pour la revue Face, et peut-être qu'il faudrait les aider, Alors donc je me suis senti le rôle de parrain, enfin petit parrain, lointain parrain, pas au sens mafieux du terme, d'accord, parrain qui parraine, et puis après avoir vu
rencontré à plusieurs reprises Hugo et puis une fois ou deux l'ensemble de l'équipe. Je me suis volontiers, comment dire, approché de cette initiative et d'autant plus que le thème choisi, la question de l'héritage, donc je vais y venir un peu en détail sur cette conférence, me semble tout à fait à la fois opportune et une vraie question, un vrai questionnement. Comment. Et puis, je voudrais dire aussi que moi, j'ai, au fond, accepté avec plaisir de participer au lancement de ce numéro, parce que il y a longtemps, hein, quand j'étais jeune, donc vous pourriez tous être pas tous, quand même, les enfants ou les petits-enfants, mais j'ai, étudiant à Grenoble, participé aussi avec des camarades au lancement d'une revue qui s'appelait Dessin Chantier, publiée en 1977 ou 78, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et puis une seconde revue, quelques années plus tard, qui s'appelait le Journal d'Histoire de l'Architecture. Ces revues qui n'ont pas connu beaucoup de numéros, mais c'est une aventure fantastique de vouloir lancer, de créer quelque chose. Et puis c'est un travail aussi extrêmement... c'est difficile, hein, ça, bon, je pense que les auteurs, les protagonistes peuvent en témoignent et en témoigneront, mais c'est une affaire. Donc, pour cette conférence, je voudrais présenter, alors je ne sais pas sur quel bouton on peut appuyer pour avancer les points, présenter une réflexion sur ce que j'ai appelé le patrimoine sans qualité. Alors, patrimoine sans qualité, c'est un mot, c'est un... Voilà, diaporama, comme ça. Alors, on va passer tout de suite. Voilà, la première image. Voilà. Le patrimoine sans qualité, je vais y revenir, c'est une problématique que je vais situer tout de suite dans quel, contexte je vais développer cette réflexion entre la dimension, si je puis dire, patrimoniale que l'on connaît tous, et puis la dimension environnementale qui est un peu le nouveau paradigme actuellement qui commence à se diffuser et puis à englober tous nos questionnements sociaux, techniques, etc. Alors, la question du patrimoine, la question est, comment dire, le terme de patrimoine est quelque chose qui sonne de façon assez familière, qui est assez presque en évidence. L'héritage, c'est ce qui provient de l'héritage. Le patrimoine, c'est ce qui provient de nos pères bâtisseurs, pater, hein, c'est le père. Et au fond, immense est le corpus que couvre cette notion, les monuments, comme on sait, des plus anciens jusqu'aux monuments les plus récents, mais également, depuis assez peu, un certain nombre de domaines, de choses, d'objets, voire de concepts, de choses inexistantes au sens d'abstraction, font partie du patrimoine. J'ai mis ce petit lézard noir en haut à gauche parce qu'il fait partie du patrimoine, je n'ose pas dire de l'humanité, parce qu'un lézard, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore un être humain, mais on classe, si je puis dire, on patrimonialise énormément d'objets, de choses, d'événements. Ce petit lézard qui a paralysé les travaux d'une autoroute dans le marais Poitevin, parce que c'est une espèce très rare et qui a, réussi pour sa sauvegarde au moins, ou son étude, ou sa préservation, à bloquer une machine énorme, fabriquer de la route et de l'autoroute, et c'est quand même un symptôme assez significatif. Alors le mot héritage, qui me semble le mot pertinent aujourd'hui, dans la mesure où, si on le situe, on l'énonce dans le contexte des grandes inquiétudes qui traversent notre société, pour ne pas dire notre civilisation, notamment le contexte environnemental, à ce moment, on voit que les choses deviennent sensées. J'ai mis ces deux images pour expliquer ou montrer cette idée que le patrimoine a à voir avec l'environnement, le climat notamment. C'est, si vous voulez, la notion de patrimoine avec toutes les institutions qui sont nées derrière sa prise de conscience, dans les années 1850-60, la création des monuments historiques, toutes ces institutions de l'inventaire, etc.
eh bien, se sont développés suite au problème de ce qu'on appelait le vandalisme à l'époque. Hein. C'est suite à la Révolution française, on a commencé à taper sur les sculptures des églises, à détruire les monuments, et au fond, la prise de conscience du patrimoine, de ce qui était bâti auparavant, est née à ce moment-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, le vandale, c'est plus le, comment dire, le révolutionnaire, mais c'est le climat. C'est le climat, dans la mesure où, dans notre société technique industrielle aujourd'hui, on sait de plus en plus que tout ce qui participe justement de cette identité patrimoniale se trouve attaqué quelque part dans son corps propre, dans son corps même. Alors, pas seulement nos pères bâtisseurs, je parle du patrimoine, mais également, je dirais aussi, fait partie de notre héritage, comme on sait maintenant, longueur de journée, assommé par ce type de discours, la planète, non, la planète entière. Et au fond, moi, j'opposerais volontiers cette idée de terre, la terre nourricière, la matière, la terre, c'est notre matière quelque part, au pater, au patrimoine, héritage de nos pères. Et vous voyez qu'entre le patrimoine bâti, la culture, et puis cette nature qu'il faut sauvegarder et protéger, il y a une relation intéressante entre matière et pater. Et tout cela pour dire que le patrimoine, celui qui va nous intéresser durant cette présentation, eh bien, ce patrimoine que j'appelle le patrimoine quantité est tout ce qui a été construit et tout ce qui est encore construit, notamment en béton et béton armé, constitue quelque chose de tout à fait problématique dès lors qu'on interroge cette question, cette problématique du patrimoine quantité à l'aune de ce que de cette catégorie qui s'appelle l'héritage, notamment notre Terre, notre planète, que l'on veut préserver dans l'état qui nous permet de vivre, voire de survivre. Donc vous voyez, c'est un problème, c'est un problème écologique au sens premier et au sens essentiel où le problème de ce héritage, de ce patrimoine quantité, que j'appellerais sans qualité, on va voir comment et pourquoi, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut penser au regard de cette catégorie, notamment de l'environnement, étant donné la masse extraordinaire que constitue cet environnement. Vous voyez, le patrimoine, entre guillemets, sans qualité, participe en quelque sorte de deux ascendances qui sont le patrimoine monumental, le patrimoine de la chose bâtie, et le patrimoine et la problématique environnementale. Et ces deux ascendances, environnement et patrimoine, n'ont pas encore fait alliance, si je puis dire, et c'est tout le problème qui se pose pour les générations futures. Je m'explique. Il y a ce mot de... vous voyez, bon, ce sont des... Je précise en passant, ces images, ce sont que des illustrations, des métaphores. Hein. Ça permet au conférencier de suivre son discours avec une ligne à peu près cohérente. Mais vous voyez, ce sont des illustrations à chaque fois de cette idée que on ne peut pas penser vivre dans un monde, comment dire, clos, autonome, fermé, la bulle qui enclôt la vie n'existe pas. On est de toute façon, lorsqu'on parle de notre héritage bâti, c'est-à-dire tout ce qui nous environne au sens premier, au sens propre du terme, eh bien, c'est quelque chose qui, de plus en plus, étant donné cette dimension de la quantité, a à voir avec la vie, la survie, et avec, évidemment, l'environnement. Il y a ce mot, ces deux mots que l'on connaît, vous savez, le fameux définition du développement durable énoncée par Madame Brundtland en 1987 à Rio, si je ne m'abuse. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et puis, intéressant aussi est de croiser cette définition
avec celle, au fond, que retient l'UNESCO. Alors, il y en a beaucoup des définitions du patrimoine, l'histoire même de la notion et des institutions qui la cadrent est une histoire complexe, qui se développe, qui se déroule, qui comment dire, travaille avec un certain nombre de concepts. Mais vous voyez, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Il y a quelque chose qui a à voir entre cette dimension dans l'héritage du patrimoine bâti, du patrimoine des pères bâtisseurs, et puis de la question du développement durable et de notre environnement. Alors, à la croisée de ces deux paradigmes, j'appelle ça le paradigme environnemental et le paradigme patrimonial, eh bien, il y a un corpus, si je puis dire, d'objets, de techniques et d'objets bâtis qui posent problème, qui est celui de la construction en béton et en béton armé, édifié au XXe siècle. C'est une donnée, comment dire, économique à laquelle on ne peut éviter, enfin, on est, dans tous les sens du terme, naître et être dans le béton quand on est au XXe siècle. Alors vous allez dire, oui, il y a quand même d'autres possibilités. Dans les écoles d'architecture, Dieu merci, on teste d'autres expériences. Les écoles sont des laboratoires pour, notamment au regard de ces questions que j'évoquais d'environnement, d'écologie, pour sortir en quelque sorte de ce tout béton. Mais de fait, cette dimension, elle a un poids, si je puis dire, économique et historique qui fait qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Et on n'est pas prêt d'en sortir. Moi, vous savez, j'ai écrit et beaucoup travaillé sur l'histoire du béton. J'aime le béton, mais c'est une... Non, j'aime beaucoup l'école d'architecture de Lyon. Je connais très bien Gilles Perrodin. C'est un des beaux bâtiments construits en béton, même s'il y a des difficultés, je sais, d'usage, de chaleur, etc. Mais restons dans le poids de la chose, et il y a quelque chose de beau et de très intéressant. Donc je reprends mon propos pour évoquer cette problématique du béton. Je vous disais, c'est quelque chose qui est né dans la toute fin du XIXe siècle et qui constitue l'essentiel de la matière bâtie, donc de notre patrimoine bâti aujourd'hui, en tout cas, je dirais, en Europe occidentale et même sur de nombreux pays et de nombreuses villes de la planète, pour toutes sortes de raisons. Il y a, si vous voulez, en quelques mots, j'appelle cette histoire du béton les trois âges du béton armé. Il y a le premier âge qui est l'âge des découvertes et des premières expérimentations, le béton qui est un béton essentiellement exploité pour l'équipement industriel, qui est un matériau que les architectes n'imaginent même pas, ne voient pas, parce que ça ne rentre pas à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans les catégories plastiques, mentales même, de la matérialité de l'architecture. Et comme on le sait, il faudra une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années pour que l'architecture intègre ce matériau. Alors c'est une histoire sur laquelle d'ailleurs je vais revenir en quelques mots, qui est passionnante. C'est l'histoire de la naissance de l'architecture moderne, de la modernité, et qui, à partir des années 1925, 30 et puis après, fera du matériau l'essentiel de la production bâtie. Le second âge, donc, les architectes, cette nouvelle génération d'architectes autour de Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, etc., qui, en quelque sorte, captent ce nouveau matériau qui n'avait pas d'existence, qui n'avait pas d'image auparavant, et qui va devenir en partie la possibilité d'expression du langage de l'architecture moderne. Et le troisième âge du béton armé, c'est l'âge de la masse, l'âge de la quantité, notamment pour des raisons historiques. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, guerre qui était la seconde grande guerre industrialisée, pour ainsi dire, dans l'histoire de l'humanité, c'est une guerre essentiellement urbaine en matière de destruction, notamment. On dit souvent la Première Guerre mondiale, c'est une guerre
rural, ça se passe dans les campagnes, les tranchées. Mais la Seconde Guerre mondiale, les bombardements aériens, c'est une guerre qui touche vraiment violemment et très fortement les pays en conflit au niveau des villes. Et c'est suite à ces grandes destructions opérées par la guerre et les bombardements que ce troisième âge du béton, si je puis dire, va reprendre naissance et à travers des grands programmes de construction, développer toute une série de productions qui sont encore aujourd'hui notre environnement construit, notre environnement dans lequel on vit, notre cadre de vie en grande partie est construit en béton et en béton armé. Alors, je parlerai maintenant, si vous voulez, du quatrième âge. Le quatrième âge, c'est ça que j'appelle l'âge patrimonial, c'est-à-dire l'héritage que l'on a aujourd'hui, début du XXIe siècle, de ces quantités absolument phénoménales qui ont été bâties, construites durant une cinquantaine d'années et qui constituent une grande part de notre paysage construit, de notre paysage urbain en Europe et même autour des grandes villes, des grandes mégapoles, gigapoles dans le monde entier qui sont construites en béton, en matière dure, si vous voulez, en matériaux durs, et qui grignotent, qui calcifient progressivement le paysage. Vous voyez cette carte en bas à droite, vous reconnaissez la forme des Pays-Bas, c'est la Hollande, la Belgique, et tout ce qui est en rouge, ce sont des surfaces dures. C'est du béton, hein. C'est une image, hein. C'est pas que du béton, c'est du béton et du bitume, si vous voulez. C'est tout ce qui durcifie, qui calcifie notre environnement propre, hein, la nature qui est progressivement mangée. J'ai mis ces deux chiffres qui sont assez caractéristiques, qui illustrent assez bien cette question de l'ampleur que représente cette problématique du béton et du béton quantité que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, 75% du poids de la construction livrée annuellement est en béton ou en béton armé. Le poids de la construction, c'est un indicateur économique, un indicateur macroéconomique qui montre bien que quantitativement, notre économie contemporaine, moderne, continue à couler du béton et à travailler avec le béton. Et puis 75% de ce qui est bâti l'a été au XXe siècle. C'est aussi une donnée qui est assez intéressante, au moins pour l'Europe occidentale et puis pour certains pays, Amérique du Nord, etc. Donc c'est, vous voyez, quelque chose qui est vraiment, qui devrait déjà sonner l'alarme. C'est que la présence de ce matériau, le béton, est absolument phénoménale, à l'échelle des territoires, à l'échelle des pays, à l'échelle des territoires, voire à l'échelle de la planète, ce qui pose évidemment la question de ce héritage qu'on évoquait tout à l'heure et de ce que l'on peut faire et ce que l'on va faire avec cet héritage construit. Alors, la question qui se pose est moins peut-être une question de qualité, que j'évoquais, que de quantité. Vous savez, cette grande vague de construction qui a agité, produit cette surface bâtie, si je puis dire, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, est surtout liée à la question du logement. Il faut quand même rappeler que le logement, c'est quand même la grande conquête de l'architecture du XXe siècle. Avant le XXe siècle, l'architecture, ce n'est pas une question de l'habiter, c'est la question on parle d'architecture religieuse, d'architecture militaire, l'architecture civile, ce sont les palais, les hôtels, mais la problématique du logement, c'est une problématique essentiellement née au XXe siècle et qui va justement, pour répondre aux besoins du grand nombre, produire un type d'architecture, au moins pour les fameuses années des 30 glorieuses, produire un type d'architecture qu'on a pu qualifier d'architecture statistique. Le mot, j'emprunte le terme à Bruno Vessière, qui a écrit un livre très intéressant sur cette époque de la reconstruction et qui parle bien de cette
comment dire, de cet étalement assez saisissant en matière de construction. Vous savez en parler, j'ai mis la photo, vous voyez à droite, de l'appartement référendum. Ces termes, ils sont assez significatifs. On rentre dans des unités statistiques probabilistes, pour ainsi dire. On n'est plus dans le qualitatif. On construit pour une famille, pour une personne. On construit en fait pour le grand nombre, pour la masse. Et cette masse, justement, elle se développe à travers une quantité d'objets bâtis absolument époustouflants. Alors, la question de l'héritage moderne, je pense que dans cette réflexion, il faut toujours faire appel, il faut faire un peu d'histoire. Cette relation entre le matériau, le béton, la quantité et ces nouvelles doctrines qui sont nées au début, enfin au premier tiers du XXe siècle, portent en elles justement cette incroyable énergie, cette capacité, cette volonté de construire qui anime encore beaucoup certainement de façon de faire des architectes aujourd'hui. L'héritage moderne, c'est les doctrines en architecture qui sont nées dans cette époque. C'est pour ça que cette époque est passionnante à étudier, tant au niveau des réalisations que des formes discursives même, développées par les grands protagonistes de l'époque. C'est l'époque des manifestes, des slogans. C'est une époque où on est très très engagé. L'architecture est un engagement dans les années 25, 30, 40. Et on développe des catégories, si je puis dire, en matière de projet, de conception, qui vont s'imprimer littéralement sur les manières de faire encore aujourd'hui. Je pense que, enfin, pour ce que j'ai vécu dans ma carrière d'enseignant, que les façons dont on enseigne l'architecture, dont on fait des projets, même chez les grandes stars de l'architecture aujourd'hui, prennent racine dans cette époque, dans cette manière de faire. L'esprit nouveau, le fameux, comment dire, manifeste de Le Corbusier, trois rappels à messieurs les architectes, vous savez, qui s'illustrent d'ailleurs avec des équipements industriels construits à son époque en béton armé. C'est quelque chose qui a vraiment résonné de manière très forte dans l'univers de la conception architecturale, le Bauhaus, comme on sait. Et au fond, voilà comment, à travers quelques grandes figures et quelques grands concepts, on est arrivé à cette attitude, cette posture qui, à mon avis, est la vraie signature de 20 ans ou 30 ans de doctrine et de recherche en architecture, qui est une architecture que je qualifierais personnellement de performative. On se pose la question, on ne se pose pas la question un peu quand même de ce qu'est l'architecture, mais on agit. On est dans un développement, comment dire, commandé en partie par l'économie, par la nécessité, par l'après-guerre dont je parlais tout à l'heure. Il faut bâtir, construire, construire. Vous voyez, on ne se représente pas à travers des théories distanciées de la perception de l'architecture, qu'est-ce qu'on va bâtir, etc. On est dans une action qui est extrêmement, comment dire, qui bouleverse littéralement tout l'environnement construit et économique, parce qu'il faut savoir aussi que derrière cette, comment dire, attitude commandée par les modernes, d'une certaine façon, il y a tout le tissu entrepreneurial, pour ainsi dire, toute l'économie de la production qui s'aligne en quelque sorte dans cette logique, dans cette dynamique. Et on sait, bon, c'est pas le lieu de revenir là-dessus, mais que, par exemple, le tout béton qui a caractérisé assez pleinement les pouvoirs publics, enfin, dans leur désir de reconstruire la France, la Belgique, et puis l'Italie du Nord, etc., l'Allemagne, ce tout béton, c'est une affaire aussi bien politique que technique. On fait des choix à cette époque-là, et d'ailleurs, cet héritage bâti, ce patrimoine de quantité que j'évoque, il est en partie lié à des moments politiques forts. Il y a une anecdote que j'aime bien rappeler par rapport à cette histoire, c'est au lendemain de la guerre, dans les cabinets ministériels, on se demande s'il faut développer la filière ciment ou la filière métal, parce que l'Amérique fascine un certain nombre de personnes, on voit une nouvelle dynamique dans la construction, etc. Et le choix de la filière béton s'effectue parce que, en
produisant du ciment, on brûle du charbon. Vous savez que pour produire 1 tonne de ciment, il faut brûler 1 tonne de charbon dans les années 50. Ce qui permet de relancer toute l'activité minière qui était paralysée après-guerre dans le nord de la France, dans l'Est, en Belgique, etc. Donc vous voyez que cette affaire du béton qui va être le grand matériau de la production de l'architecture après-guerre est liée aussi à des situations de ce type-là, de ce gamin. Alors, il y a quelque part, il faut rentrer un peu dans le détail. Au niveau, il y a un paradoxe qui ne cesse de, comment dire, de m'étonner, c'est que quand on est dans le béton, si je puis dire, on est dans le concret, concrete, hein, dans la matérialité, dans l'essence même de la chose, la substance bâtie. Mais derrière, si je puis dire, toute l'architecture et les grandes doctrines de l'architecture qui se développent pour tenir, si je puis dire, ces grands programmes de construction et son utilisation dans le béton, eh bien, elle procède plutôt d'une vision, je dirais, plutôt abstraite. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant de lire dans cette histoire de la relation entre la pensée, la doctrine architecturale et la matérialité qui pousse, comme l'économie souterraine, qui pousse nécessairement à utiliser ce matériau qui est dominant dans l'économie. Il y a une relation tout à fait étonnante et saisissante entre ce désir d'abstraction qui qualifie un certain nombre de productions, de pensées, de conceptions d'architectes. On parle, vous savez, de la table rase. La table rase qui est un peu le préalable. Alors c'est une notion qui a été nuancée par certains historiens, mais qui est quand même présente. On pense l'architecture à partir de rien, c'est-à-dire à partir d'une espèce de vide absolu. J'ai mis ces images pour, comment dire, illustrer cette thématique. Vous voyez, les fameuses pour qui les connaît et qui travaille sur le domaine, contre-construction de Theo van Desburg, un des protagonistes du mouvement de Stiegl, quand on le lit, en Hollande dans les années 1920-1930, porte bien cette idée d'abstraction. Vous voyez, des pans, des flottants, il y a toute une esthétique qui se crée à partir de cette conception. J'ai mis ces images en haut, vous voyez, la façon dont on crée un plan masse sur un site un peu dévasté, vous voyez l'image centrale en haut, avec quelques indications, quelques barres, quelques tours, c'est une espèce d'empreinte totalement abstraite par rapport à une substance territoriale ou paysagère qui, en tout cas à l'époque, ne fait pas le souci. J'ai mis pour juste, comment dire, peut-être en référence au travail de Paolo Amaldi sur Mies van der Rohe, mais ce projet, vous voyez en haut à droite, qui est le projet de campus à Haïti, à Chicago, de Mies van der Rohe, qui découpe une photo aérienne pour créer ce blanc et placer cette bloc. Vous voyez, il n'y a pas de relation entre, comment dire, l'architecture et le territoire au sens où on entendrait sa matérialité, sa physique. C'est quelque chose qui reviendra, une sensibilité nouvelle. Mais cette dimension, vous voyez, de nature, si je puis dire, n'est en tout cas pas présente dans l'esprit et dans la conception de l'architecture chez les modernes, qui, encore une fois, sont ceux qui développent les outils, les catégories qui vont permettre et insuffler toute cette énergie, toute cette dynamique de la construction, et notamment de la construction quantité de l'époque des années 1950 pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a une dimension aussi qui est assez intéressante encore, c'est cette idée que cette architecture abstraite, pour ainsi dire, construite en béton, alors c'est une illustration, ce que je vous propose, mais c'est une illustration qui montre qu'à certains égards, dans cette pensée plastique, qui est une pensée de la géométrie, donc qui n'est pas une pensée de la matérialité, on peut dire de la géométrie essentiellement, eh bien, l'objet construit n'accepte pas le vieillissement. Je ne sais pas, c'est une question sur laquelle moi je suis penché, pas seulement moi, bien entendu, c'est celle du vieillissement et notamment la problématique de la ruine. Vous savez que le béton armé, c'est un matériau qui est assez paradoxal parce que
il est, si je puis dire, inventé, développé par les grands protagonistes techniciens, industriels, pour être le matériau de la solidité même, de la durabilité. Non pas de la durabilité au sens où on l'entend dans le discours environnemental moderne, mais c'est un matériau qui dure. Hein, c'est l'essence même de la solidité, quelque part. L'idée d'armer du béton pour faire durer des objets, des ouvrages, des formes. Mais en même temps, c'est un matériau qui n'accepte pas le vieillissement. Vous voyez, c'est le complexe de Peter Pan, je ne sais pas si vous savez, il veut rester toujours jeune. Au fond, l'architecture moderne, elle a besoin d'être toujours neuve pour exister et pour apparaître toujours comme cette architecture nouvelle, cette architecture moderne. D'où les deux photos que j'ai mises, vous voyez, ces deux images de bâtiment de Kérani près de Côme, publiées par Sartoris dans ses volumes sur l'architecture moderne, avec une série de photographies qui sont extrêmement très fortes, hein, très intéressantes. Mais vous voyez comme il retouche, hein, le bâtiment à gauche, c'est la photo publiée, c'est le bâtiment retouché parce qu'on ne veut pas, à droite la photo originale, accepter de traces, de chantier, de traces d'usure, de traces. C'était quelque chose qui apparaît comme ex nihilo, ad vitam aeternam, si je puis dire, et qui est un objet qui est une sorte d'épiphanie matérielle, si je puis dire, un objet qui est là et qui pose justement cette question de son usure, de son vieillissement, qui va assez rapidement devenir un des problèmes de cette architecture dès lors qu'elle dépasse ces 10 années d'existence et qu'il comment vous savez que le domaine du bâtiment par rapport au domaine de production d'objets, par rapport à d'autres productions de l'industrie ou des manufactures, c'est que sa durée de vie, a priori, est supérieure, par exemple, à celle d'un réfrigérateur, d'une voiture. On est dans un domaine où la durée, au sens temporel du terme, affecte beaucoup plus le bâtiment, qui est quand même censé durer et survivre au-delà de 50 ans, voire 60 ans et plus, même si, dans certains cas, au bout de 20 ans, 25 ans, on les fait sauter à la dynamite. Mais bref, vous voyez qu'il y a une question qui se pose dès lors qu'on a passé une génération, deux ou plus, après cette explosion du moderne qui développe à la fois des systèmes de pensée, des conceptions de l'architecture, et puis qui les fabrique, qui les pose, hein, qui les développe dans le cadre notamment de la reconstruction, eh bien, pose la question du vieillissement, de l'usure, se pose sur les bâtiments. Alors, il y a des architectures qui acceptent ça, Alors, vous voyez, j'ai mis à droite une photo la sacristie du couvent de la Tourette édifiée par Le Corbusier, à quelques encablures d'ici, si je puis dire. Et vous voyez comment ce béton, mais parce qu'il est pris dans une géométrie qui l'intègre quelque part, se tache, se salit, s'use, mais à certains égards, il fait partie, hein, cette usure, cette tache, la tache, fait partie du langage de ce béton armé. Mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas, et le problème qui est vraiment posé, c'est quid de cette usure, de cette décrépitude au regard de la quantité de choses bâties. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le béton, c'est un matériau qui ne ruine pas, ne sait pas ruiner. Ruiner au sens de la catégorie développée par toute une sensibilité qui s'est construite sur quelques siècles. Vous savez que la ruine, c'est un élément, une donnée en quelque sorte qui traverse la pensée artistique et esthétique, notamment à l'époque du romantisme, qui valorise et survalorise même cette dimension de la destruction, de la ruine, de l'usure. Mais ça fonctionne, si je puis dire, alors dans le cadre d'une architecture construite en pierre, et puis une architecture qui est celle de l'Antiquité, qui est une valeur aussi qui est entièrement, depuis la Renaissance, hein, de siècle en siècle, est réévaluée, repensée, et notamment la ruine constitue une sorte d'indice de cette relation à cette architecture antique, ancienne, que les architectes, que les hommes de culture ont avec leur
patrimoine sans qu'ils aient nommé encore ce terme de patrimoine. Mais le béton, vous voyez, il ne ruine pas, et c'est un vrai problème, dans la mesure où, malgré tout, il s'use. Vous voyez, ce photo à gauche, un détail du sanatorium de Zonnestraal, construit par Duiker, l'architecte hollandais Duiker, D-U-I-K-E-R, vers 1929-1930, après, 10 ans d'usage et de non-usage, parce qu'il est plus ou moins abandonné. Vous savez que le problème des sanatoriums qui ont produit des architectures assez étonnantes, hein, c'est une sorte de bâtiment instrument pour la médecine et la tuberculose, eh bien, à peine, les grands programmes de construction de sanatoriums lancés et développés, comme celui de Aalto, par exemple, comme d'autres bâtiments célèbres, eh bien, on a inventé, si je puis dire, la pénicilline qui a rendu complètement caduque l'usage de ces sanatoriums, puisqu'on a découvert que ce n'était pas ça qui guérissait. Ce n'était pas la présence, la mise au soleil des malades qui guérissait de la tuberculose. Mais bref, l'abandon de ces bâtiments montre bien à quel point, dans leur essentialité bâtie, ils ne peuvent accepter ce vieillissement que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, ils sont faits pour être toujours neufs. Il faut être toujours neuf. Alors, qui dit toujours neuf dit effectivement un devoir de le maintenir, de l'entretenir. Le problème du béton, c'est que, on va le détruire, c'est aussi que c'est un matériau qui ne se recycle pas. Oui, c'est difficile. Un bâtiment qui ne ruine pas au sens où on n'accepte pas l'image de la ruine de ce bâtiment, mais en même temps, et là le problème se pose au regard de cette nouvelle sensibilité qui est celle de l'environnement aujourd'hui, notamment de la recyclabilité, c'est un des pires matériaux qui soit en matière de développement durable. Alors, je parle, je sais que les fabricants, les cimentiers, ont tout un discours vert. Moi, j'ai été parler au centre de recherche de Lafarge, dans la région, à Vaux-en-Velin, non pas ici, à l'île d'Abo, parce que les chercheurs qui travaillent sur des nouveaux bétons, ils veulent être, je comprends, ils veulent être verts, comme tout le monde, enfin vert au sens positif, hein, pas vert de peur, vert des verts, bref. Et on fait d'ailleurs des recherches assez étonnantes. Hein. J'ouvre une parenthèse, mais vous savez que le problème du béton, c'est qu'il faut quand même des combustibles, il faut de l'énergie pour le produire, il faut quand même monter à des températures de 1500 degrés pour faire claquer le calcaire, si je puis dire, et puis le transformer en chaux, enfin en ciment, etc. Et actuellement, les chercheurs travaillent pour éviter justement ce gaspillage énergétique qui est des grandes questions sur lesquelles on est tous confrontés à cette question. Eh bien, ils recherchent la façon dont les poules font des œufs. Je m'explique. Un œuf, c'est du calcaire. J'ai déjà vu un œuf. Bon, oui. Alors, et par sa forme et par sa finesse, c'est une structure absolument fantastique en matière de solidité, de résistance, etc. Et surtout, ce qui intéresse les chercheurs, c'est qu'on produit cette structure, ce matériau de la coquille d'œuf, enfin les poules, non pas en brûlant des combustibles à 1500 degrés, mais à 37 degrés. Vous voyez, à 37 degrés. Donc il y a une piste, il y a des pistes intéressantes pour essayer de trouver, effectivement, continuer à fabriquer du ciment, parce que la vocation d'un cimentier, c'est quand même de produire toujours plus. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain non plus, que les grands groupes cimentiers, qui sont des industries extrêmement puissantes, vont arrêter de produire du ciment. Donc vous voyez, on est dans une question qui est aussi une problématique d'environnement et qui va, qui va durer encore. Donc je disais, le béton ne se recycle pas, qui est un problème, c'est que vous savez on peut concasser du béton, mais avec les morceaux de béton concassés, on ne refait pas du ciment. On l'utilise pour faire des couches
pour faire des routes, des sous-couches pour faire des autoroutes, donc si je puis dire, on en rajoute des couches, mais on est toujours dans cette question de la durée de ces choses-là. Alors, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces millions de mètres cubes de béton qui sont coulés et qui ont durci le paysage contemporain, le paysage construit bâti contemporain? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce patrimoine, cet héritage patrimonial du béton armé qui pose évidemment problème. Alors, vous savez que par quelques grandes manifestations toujours orchestrées, médiatiquement et politiquement, on peut faire sauter quelques barres pour faire un peu de nettoyage, du curetage, si je puis dire, dans des banlieues ici ou là, mais ce n'est pas ça qui va résoudre la question. Et d'ailleurs, c'est quand même aussi intéressant de voir que face à cette idée que la construction en béton armé ne ruine pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour justement son devenir dans le temps, dans la durée, la destruction, sa disparition. Hein, c'est quelque chose qui... C'est l'anti-ruine, quelque part. C'est l'anti-ruine, c'est-à-dire, on appuie sur un bouton, on fait sauter tout le bloc, on nettoie tout ça, il n'y a plus rien. Vous voyez, soit c'est neuf, l'architecture moderne et tout son héritage, soit ça n'existe pas. Il n'y a pas cet entre-deux du vieillissement. Le vieillissement, c'est la photo que je montre en haut, et qui est le cas sans doute de beaucoup d'ouvrages construits après 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'il en est effectivement de cette architecture qui est abîmée, qui fait tâche, si je puis dire, sur le paysage? Il y a bien entendu des stratégies pour maintenir, préserver. Je présente cette image d'un ensemble de bâtiments qui est assez spectaculaire dans la région à Genève. Hein, la barre du Lignon, hein, c'est un bâtiment qui est construit dans les années 60, avec derrière, suivant ces grands idéaux de l'époque, construire beaucoup pour le grand nombre, selon des catégories à la fois plastiques et sociologiques qui optimisent à la fois l'économie même de la production et de la fabrication et l'usage, hein, la fabrication, l'établissement, le dessin des cellules d'appartement de ces époques sont quelquefois des choses qui sont tout à fait des vraies réussites. Hein. Quelque part, le XXe siècle a gagné dans la notion d'habitabilité à travers un certain nombre de ces expériences, de ces bâtiments. Certains ont fait encore sauter la dynamite aujourd'hui, mais qui ont cette qualité quand même propre au niveau des plans d'appartements, des plans de cellules. Alors le Lignon, vous voyez, c'est un exemple type, bâtiment barre qui fait plus d'1 kilomètre de long et qui pose après 40 ans, 50 ans d'existence, des problèmes effectivement de maintenance. Alors il n'y a pas seulement la question d'isolation, parce qu'à l'époque, on ne se souciait pas trop de dépenser de l'argent ou du pétrole ou des combustibles pour chauffer ces appartements. Il y a cette question, bien entendu, mais il y en a bien d'autres, encore une fois, celle de son usure naturelle. Alors, les Suisses qui, comme on sait, ont un peu d'argent en réserve, disons, dans leur coffre-fort, ont développé des programmes, des stratégies d'entretien, de maintenance, qui, notamment sur le Lignon, actuellement, sont assez intéressantes là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit exemplaire au sens où on peut dire que ça peut donner exemple. C'est un vrai problème de coût. J'ai rencontré il y a quelques temps maintenant un banquier, je vais me dire à Genève, c'est pas très original, qui est banquier à l'UBS, l'Union des banques suisses, et qui était en charge du problème justement de... Vous savez que les banques sont propriétaires de parcs immobiliers extrêmement importants. Et notamment l'UBS a un parc immobilier, donc une quantité d'édifices dont ils sont propriétaires, construits dans les années 1950, 60, 60. Et ce banquier très sympathique au demeurant se disait, mais on est devant un problème
incroyable. Il se disait, mais quelle société acceptera dans les décennies qui viennent de mettre autant d'argent pour le soin, l'entretien de ces bâtiments, ce béton quantité que j'évoquais tout à l'heure, autant d'argent qu'il en met pour la santé publique, pour l'éducation, pour la justice, etc. Donc ça devient, si je puis dire, un poste dans les décennies qui viennent de dépenses et d'attention à la production bâtie qui prend une ampleur de plus en plus importante, d'où la question que je continue de poser, de savoir effectivement que faire avec ce patrimoine entre guillemets sans qualité, mais qui en tout cas se répand et s'exprime au niveau de la, enfin sur la planète, au niveau territorial, à une quantité étonnante. Alors je ne sais pas très bien, je vais aller un peu plus vite, je vais terminer, mais moi, vous savez, je suis historien et, si je puis dire, enfin, je n'ose pas dire théoricien, parce que c'est un peu, mais j'aime bien quand même poser des problèmes. Et je veux dire, après tout, on parle de patrimoine, ok, on montre des images, on dit attention, on tire la sonnette d'alarme, il faut faire attention, il y a beaucoup de béton, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut, moi je dis, il faut réfléchir, et puis il faut essayer de, c'est mon métier, moi je suis payé pour ça, de construire des catégories, des termes, des concepts, pour voir ce que, dans notre manière de faire, dans votre manière, parce que maintenant c'est vous qui êtes appelés, dans les décennies qui viennent, à travailler avec cet héritage bâti, ça va être l'essentiel, si je puis dire, du travail dans les années qui viennent, c'est travailler avec cet héritage bâti. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut penser la chose? Ah oui, la notion de patrimoine. Alors vous voyez, je découpe, stratifie cette idée du patrimoine en trois termes que j'appelle suite, en fait, en trafiquant un peu, notamment un texte de Régis Debray, vous savez, l'intellectuel français là, qui, il y a quelques années, a patronné un colloque assez intéressant qui s'appelait l'abus monumental, sur la question du monument, du patrimoine, etc. Et qui distinguait, enfin pas tout à fait ça, mais à sa suite, si je puis dire, je dirais, le patrimoine, il faut distinguer trois niveaux de sens de cet objet. La trace, c'est la dimension visuelle, iconique, si je puis dire, c'est la chose, la trace qu'on voit, disons, la chose bâtie. Le message, le patrimoine, c'est quelque chose qui transmet quelque chose. Il y a un message, il y a une transmission, il y a un sens en quelque sorte qui est porté par ces objets patrimonialisés. Et puis la mémoire, parce qu'évidemment la question du patrimoine est éminemment liée avec celle de la mémoire et en même temps celle de l'oubli à certains égards. Et la mémoire, c'est pour ça d'ailleurs que le patrimoine existe, c'est pour préserver, transmettre quelque chose qui relève de nos antécédents, de nos ancêtres, et puis au fond, la mémoire, elle est, je veux dire, le principe actif de cette chose. Alors, je voudrais, comment dire, croiser ces catégories avec cette question du béton, avec ce matériau du béton. J'évoquais le problème de la quantité. La quantité, on a beau dire, c'est la valeur première, si je puis dire, c'est la valeur massive, c'est le poids de la construction que j'ai évoqué tout à l'heure sur le territoire, sur la nature territoriale. Et au fond, devant le quantitatif, c'est vrai qu'on est passablement désarmé. Devant le qualitatif, on sait prendre des objets individuels, les regarder, les réparer, les admirer. Mais que faire devant la quantité? Donc c'est une question, à mon avis, qui doit susciter l'intérêt, même si c'est pas drôle, si je puis dire, mais c'est quelque chose qui est la dimension importante, basique. Autre terme, je parle de décrépitude. Vous voyez, j'ai évoqué le mot tout à l'heure. C'est au fond l'idée que ce qui est inscrit, ce message, si je puis dire, qui est inscrit sur l'objet architectural en béton armé, il est tout simplement celui qui est donné à voir, c'est-à-dire cette idée de décrépitude. J'aime bien ce terme parce qu'il a un double sens. C'est le crépi qui s'en va au sens propre. Regardez cette photo de la Villa Savoie avant et après restauration, si je puis dire. Et c'est aussi la décrépitude, le vieillissement, l'abandon, etc. Qui est donc aussi quelque chose qui doit résonner dans notre esprit de concepteur, d'architecte, notamment au regard des valeurs
de la construction pour les décennies à venir. Hein. Cette perte de jeunesse, hein, on a toujours besoin d'un nouveau lifting, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette architecture issue de cette modernité de la pensée, elle a toujours besoin d'être neuve, et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, parce que comment faire du neuf sur des bases quantitatives aussi énormes et aussi impressionnantes. Et puis il y a le problème de la mémoire. La mémoire, alors je vous parlais tout à l'heure, mémoire, oubli, et moi je ne sais pas trop comment aborder cette chose-là, mais j'utilise ce terme, oui, je prends ce terme d'amnésie. On est complètement entouré, on est dans cet environnement bâti, durci, difficile de la construction en béton armé et de cette artificialisation des terres, des territoires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à penser en matière justement de mémoire, valeur monumentale par excellence qui transmet quelque chose et qui est cette idée de pérennité dans la durée, de grande valeur de la construction, de l'humanité qui habite, l'humanité habitante. Eh bien, cette mémoire est brouillée, si je peux dire, par le quantitatif. J'irais volontiers chercher du côté de concepts dans d'autres disciplines, vous savez, c'est toujours intéressant pour travailler. Et vous savez, en psychanalyse, on parle de refoulement. Le refoulement, c'est une sorte de souvenir qui apparaît, qu'on a en conscience, et puis qu'on ne veut pas reconnaître. On la refoule de toutes sortes d'explications. Je ne rentre pas dans les explications psychanalytiques, mais le concept est intéressant. C'est que la chose est là, et le quantitatif, Dieu sait s'il est là par définition, puisque c'est sa présence matérielle diffusée, immense, qui fait que c'est notre quotidien, c'est notre ange gardien de béton armé, si je puis dire, on vit avec, c'est notre cadre de vie, mais quelque part, on refoule, il y a une espèce de relation de dénégation presque par rapport à l'existence de ces choses, qui est aussi une dimension, à mon avis, qu'il faut remettre, si je puis dire, au devant de la scène, pour être pleinement armé et conscient de ces questions du futur. Et quelle mémoire transmet cette construction massive, cette construction énorme de béton armé, c'est je pensais à une chose. Tout à coup, l'idée me vient. L'idée me revient. Non, parce qu'il y a quelques jours, j'entends aujourd'hui, les pouvoirs publics, on va dire en France, le gouvernement actuel, voudrait relancer la construction. J'ai entendu les chiffres. On va refaire 300 000 bâtiments, 300 000 logements par an. C'était les chiffres des années 50-60. Maintenant, vous savez, on construit 20 000, 25 000 logements par an. Non, il faut relancer ça. Et on parle de ça, et j'entendais à la radio qu'on allait faire sauter un des bâtiments de Paul Chemetov, qui se trouve dans la région parisienne, un de ces bâtiments construits dans les années 60-70, qui sont évidemment, qui n'ont pas été entretenus, qui sont difficiles de perception, de vision maintenant, parce que les ascenseurs ne marchent plus, parce qu'ils se situent dans des quartiers où on ne fait pas tout, disons, pour effectivement donner du qualité d'entretien pour l'usage de ces bâtiments. Et le pauvre Chemetov était désespéré. Il disait, mais vous allez faire sauter mon bâtiment. Alors, c'est pas parce que c'est Paul Chemetov, mais beaucoup de gens, d'ailleurs, se sont rassemblés pour défendre cette œuvre, non pas pour la patrimonialiser, pour en faire une chose sacrée, mais pour dire, mais c'est de la qualité architecturale, malgré tout. Et qu'est-ce que vous avez besoin de faire sauter à la dynamite ces bâtiments pour en construire 300 000 autres qui vont de toute façon être aussi construits en béton armé, qui vont de toute façon renouveler cette question. Donc on est vraiment dans une vraie actualité encore par rapport à cette question du logement et du béton qui est notre environnement bâti. Alors, vous voyez cette dimension au niveau maintenant, si je puis dire, croisons ces réflexions avec le souci environnemental qui est celui d'aujourd'hui, qui est quand même un souci tout à fait légitime. Comment dire, vous savez, il y a... Moi, quand j'étais jeune,
avait un livre qu'on lisait, on était marxiste, freudien, tout à l'époque. Bon, c'était l'époque, mais il y avait un livre qu'on nous faisait lire, c'était le Principe Espérance de Marc Bloch. Et puis on dit il faut y aller. On avait la vision, pas du grand soir, mais quelque part, on était optimiste. Alors c'est que maintenant, votre génération, enfin, les générations d'aujourd'hui le sont beaucoup moins. Et le livre, je n'ose pas dire qu'il fait fureur, parce que je suis sûr que pas un d'entre vous ne l'a lu, mais qui porte un titre qui est assez proche, le livre de Hans Jonas, qui s'appelle « Le principe de responsabilité ». Vous voyez, on est passé du principe espérance au principe de responsabilité. Maintenant, vous ne pouvez pas ouvrir la radio le matin, la télé, enfin, la tablette, etc., sans qu'on vous dise, mais c'est vous qui détruisez la planète, c'est vous le responsable. Hein. On est en situation de responsabilité permanente. On nous dit, vous avez entre les mains, c'est vous qui détruisez, polluez l'air, etc. Vous êtes responsable. Avant, on était pas croyant, mais on espérait quelque chose. Et maintenant, bon, alors, que faire devant cette situation nouvelle? Je rappelle que ce que j'évoquais à travers ce terme de béton quantité, patrimoine sans qualité, qu'il pose en partie sur quelque chose de réel, même si les images que je montre sont des images des utopies sympathiques des années 60, 70, Archigram, Archizoom, etc. Mais la question de l'artificialisation des sols est un vrai problème. J'ai lu récemment qu'en France, les chiffres sur la France, on artificialise, c'est-à-dire on bétonne et on bitume. Hein. Je dis béton, bitume, c'est les infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, les routes, les autoroutes et les grands développements de construction, à peu près entre 500 et 1000 km² par an en Europe. Donc ça continue, ça continue. Donc c'est une question plus que jamais qui est posée aujourd'hui. Un autre problème aussi de cette dimension, de ce patrimoine sans qualité, que j'évoquais tout à l'heure avec le problème de la non-recyclabilité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'irréversibilité. Vous savez que l'irréversibilité, c'est un processus engagé et on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Vous allez là, c'est pas possible de revenir en arrière. Et avec cette artificialisation, cette quantification territoriale en matière dure, en béton armé, eh bien, on est dans une relation à l'irréversibilité qui est assez problématique et assez dramatique, quelque part. Donc, il faut... Je ne veux pas être pessimiste, parce qu'on s'en sortira, peut-être, hein, si on n'appuie pas tous sur le bouton qui fait sauter la bombe atomique sur les quatre coins de la planète. On s'en sort... Enfin, vous en sortirez, j'espère. Mais vous voyez que ce béton, il n'y a pas de marche arrière. Enfin, tant que chez Vicat ou chez Lafarge, on n'a pas trouvé le moyen. On travaille aussi dans ces laboratoires sur des bétons qui s'autodétruisent. Mais ça, c'est des bétons du futur. Vous savez, le béton comme du sucre. Si vous voulez, on construit, c'est solide. Et puis, on prévoit qu'au bout de 25 ans, eh bien, il repart en poussière. D'ailleurs, c'est un problème qui est assez étonnamment, je dirais, oublié de la part du monde de l'architecture. C'est qu'on n'intègre pas dans la conception d'un bâtiment son devenir matériel, et notamment ces problèmes de recyclage et de transformation. Vous savez, quand on conçoit une voiture aujourd'hui, ou comment dire, une machine à laver, ou quel que soit l'objet industriel qui sort des industries et des lignes de production de machines d'aujourd'hui, ces objets sont pensés aussi dans leur durée de vie relative des différents composants des objets. On sait que cette partie peut se recycler à tel moment en ceci, en cela. Dans le bâtiment, pour ce que j'en sais, peut-être que les choses ont changé, parce que moi je suis formé dans les années cataclysmes, enfin il y a une trentaine d'années, si vous voulez. Eh bien, pour ce que j'en sais, quand vous bâtissez, quand vous concevez, quand vous faites des projets, est-ce que cette dimension, si je puis dire, de la destruction de votre œuvre future rentre en ligne de compte? Je ne pense pas. Pas encore. Le bâtiment, le domaine de l'architecture, bâtiment n'a pas intégré cette dimension-là vraiment. Quelques-uns le font, bien sûr, quelques-uns le font. Ceux qui construisent avec du bambou et de la paille, on fait des expériences à l'île d'Abo qui sont fantastiques. Mais dans comment dire, dans la grande majorité, cette dimension n'est pas prise en considération. Et je pense que c'est effectivement
un problème. Et je terminerai sur cette autre catégorie, cette notion que je trouve intéressante et, à mon avis, pertinente pour parler justement de ce béton qui nous entoure et qui nous fait encore vivre, qui est, encore une fois, je répète, qui est notre... C'est pas seulement du cadre bâti, non, c'est du cadre de vie. C'est quand même quelque chose qui est important dans, comment dire, un destin de l'homme, de l'humanité. C'est notre cadre de vie qui est grandement construit avec ce béton. Et pourquoi ne pas parler d'empreinte béton? Moi, je suis sûr que c'est quelque chose qu'on peut pousser un peu dans le sens. Comme empreinte, on parle. Aujourd'hui, vous savez, on parle d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, on entend ça. Hein. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est que l'empreinte carbone, mais un petit, comment dire, si, je sais un peu ce que c'est, comme tout le monde, un endroit, un petit village, je ne sais où, on peut dire, tiens, son empreinte carbone, c'est la quantité de gaz brûlé par les différentes chaudières des habitations, en fonction du flux des voitures qui passent, la quantité de particules émises par les pots d'échappement, etc., etc. L'empreinte carbone, c'est une espèce de manière de voir combien ça coûte au niveau sanitaire, si je puis dire, cette production de CO2 qui nous fait si peur. Et au fond, l'empreinte béton, je pense que c'est quelque chose qui a du sens par rapport à cette problématique du quantitatif, de ce patrimoine sans qualité, qui, encore une fois, est notre devenir matériel, environnemental, essentiel, présent, et qui est un vrai problème. Je crois que c'est le dernier mot, le mot de la fin, l'empreinte béton. Bon, je m'arrête sur cette figure et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour des questions, je pense, si ça intéresse quelqu'un. Son micro. Merci Cyril pour ces réflexions. Je trouve intéressant le problème qui est posé là. Une série de questions qui me sont venues à partir à chaud comme ça. Je me demandais si par rapport à cette question du patrimoine d'héritage, en tout cas, parfois patrimoine du XXe siècle, si ce n'est pas notre regard qui devait changer. C'est une première chose par rapport au processus du traitement de cet héritage. Et puis, je me faisais aussi une autre question, parce que tu as évoqué les grands ateliers, l'ILABO, tu connais bien Cratère dans le cadre des cultures constructives. Et comme je travaille un petit peu avec eux ces dernières années, je me demande si une des pistes de solutions qu'il y aurait, ce ne serait pas ce que les Chinois disent dans des relations politiques et stratégiques, on va dire, que ce sont les grands pays qui s'inclinent devant les petits, ou ce sont les grands qui s'inclinent devant les petits, tout en sachant que les grands et les petits, tout ça c'est très relatif. Je pense notamment à la construction en terre. Alors, pourquoi est-ce que je parle du petit et du grand? Parce que jusqu'au XXe siècle, la question de la construction terre, 60 à 70% de la construction était en terre. XXe siècle, il y a eu ce que tu nous as décrit là. Et actuellement, les équipes de Cratère, notamment aux grands ateliers, l'équipe d'Amaco, travaillent sur des expérimentations aussi avec la Farge et les équipes béton qui sont très intéressées par leur démarche, à essayer de faire non plus ce qu'on appelait, ce que Cratère a appelé pendant longtemps les constructions en terre, mais ce qu'ils appellent maintenant des bétons d'argile. Et je me demande si une des pistes d'avenir pour le développement de la construction, ce ne serait pas, au lieu de travailler avec des bétons de ciment, de travailler avec des bétons d'argile, ce qui permettrait peut-être d'ouvrir des... Je ne sais pas si tu as travaillé cette question. Oui, enfin je n'ai pas travaillé cette question, mais ce que je vous ai raconté sur la Farge, effectivement, je l'ai appris au contact des gens de Cratère, de Louvain, notamment parce qu'effectivement, ils ont mobilisé des chercheurs de haut niveau pour comprendre
qu'est-ce que c'était que la Terre crue dans son intimité nanométrique, si je puis dire. Enfin, comment ça fonctionne? D'ailleurs, c'est une question qui n'est pas seulement d'aujourd'hui. Pour avoir travaillé sur l'histoire du béton, je me souviens d'avoir lu, notamment chez l'architecte Claude Perrault, c'est le XVIIe siècle, qui commence un certain nombre d'expériences sur le mortier pour essayer de fabriquer à l'époque. Vous savez comment c'est né le béton en fait, enfin les premiers travaux sur la hydraulique artificielle et puis le ciment. C'est l'idée qui pousse ces chercheurs, c'est de faire de la pierre artificielle. Ça s'appelle à l'époque de la pierre factice. Et d'ailleurs, ils cherchent à faire de la pierre factice dans un but explicitement très simple, très avoué, c'est se débarrasser des corporations de tailleurs de pierre, de carriers, etc., qui les encombrent. Et en fait, ils cherchent la pierre artificielle. Et donc, il y a l'idée de chez Perrault de dire, mais comment se fait-il qu'avec de la chaux, qui est une espèce de pâte, on mélange avec du sable et de l'eau, on arrive, au bout de quelque temps, quelque chose d'une matière pâteuse, liquide, pour ainsi dire, on arrive à quelque chose de solide. Et au fond, c'est un peu les questions qu'ont reposé, si je puis dire, les gens de Cratère auprès de... ils ont travaillé avec Charpak, vous savez, Charpak, qui était le prix Nobel de physique il y a quelques années. Et Charpak, c'est une grande gloire pour Cratère, pour le laboratoire de Moulin. Et c'est vrai qu'ils ont découvert des choses extrêmement intéressantes sur la formation de cette dureté au niveau microscopique. Et puis ils ont affaire des procédures en matière de fabrication, notamment ces bétons d'argile, etc., qui permettent effectivement de produire des éléments durs pour construire sans brûler, consommer d'énergie, sans brûler, etc. Alors, c'est vrai que, on va dire, est-ce que la Terre, oui, c'est par Cratère, on apprend que 2 milliards de personnes sur notre planète vivent aujourd'hui dans des constructions en Terre, ce qui est quand même aussi significatif que les autres milliards, si je puis dire, qui vivent dans des constructions en béton, en ciment. On a quand même qui vivent dans des petites maisons en bois. Il y en a beaucoup, aussi, aux États-Unis, pays du Nord, Scandinave, etc. Mais c'est des pistes. Alors, les pistes de... Je sais que, parce que moi je connais bien le Cratère, on va dire, je ne sais pas dire qu'on a vécu ensemble, mais on a grandi, on s'est maturé. Ouais. Donc, à Grenoble, moi j'ai participé à la création de ces laboratoires de culture constructive, on a travaillé beaucoup ensemble. Et moi j'ai vu notamment, à une époque, j'ai travaillé, quand je travaillais à la direction d'architecture, au bureau de la recherche en architecture, il y a une vingtaine d'années. Vous savez, le ministère, avant les écoles d'architecture dépendaient du ministère de l'équipement, de la construction. Maintenant c'est la culture, ça a changé. Et puis une particularité du ministère de l'équipement, c'est d'être, si je puis dire, envahi, non pas envahi, mais habité essentiellement par des ingénieurs des ponts et des chaussées. Et les ingénieurs des ponts et des chaussées, ils ont, comment dire, une haine de la terre, ils avaient, parce que ça peut changer maintenant, assez étonnant, assez sidérant. C'est des gens qui sont formés pour faire du béton, des routes, des ponts, et puis enfin, développer des modèles de calcul, de pensée, qui sont liés à cette formidable énergie économique qui est portée par les cimenteries, etc. Et incroyable la résistance que pouvait opposer effectivement ces gens dans cette forme de pensée, cette mentalité par rapport à la construction de terre, chose qui a changé, heureusement, parce qu'on a quand même réussi à faire exister des grands ateliers de labo. C'était une affaire qui était incroyablement difficile à mettre en œuvre. Et puis, la persévérance du groupe de Dohat, Uben, etc., du Cratère, pour faire exister, pour valoriser en fait la recherche. Alors maintenant, pour le futur, je ne sais pas. Le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Je trouvais que c'était une piste parce que c'est vrai que ce sont les gens qui travaillent la terre qui tendent la main du côté des bétonneux. Et du coup, je crois que quand même, comme il y a une culpabilité que tu montrais, là, que tu pointais du doigt à travers ces problèmes de responsabilité que l'on a, malgré tout, quand même, ces grandes cimenteries
pas le choix, je crois, que de se tourner vers des solutions alternatives. Non, dans les décennies qui viennent, sans doute que non. Encore, je trouve que le discours à double sens des gens du ciment, quand même, mérite d'être Oui, alors, discuté, attaqué. Ouais, on a oublié quelque chose aussi, qui est une dimension de la construction, c'est la pierre. La pierre, mais c'est vrai que le travail de Gilles Perrodin, quand même, il est digne d'attention, même s'il y a beaucoup de portes qui se ferment, c'est quand même... c'est vrai que la croûte terrestre, si je puis dire, donc là où on va chercher des matériaux pour construire, elle est quand même essentiellement constituée, en tout cas pour ces matériaux solides de pierre. Et ça aussi, à mon avis, c'est une piste qui sera, qu'il ne faut pas déboucher. Fantastique, mais il y a beaucoup de résistance, hein, ça, en témoigne, c'est incroyable, la résistance qu'il y a de la part des réglementations, des pouvoirs politiques, des choses comme ça par rapport à l'usage de ces matériaux autres que le béton qui font partie maintenant de nos réflexes, si je puis dire, constructifs. Mais ce n'est pas seulement les réflexes constructifs. Vous savez, on dit on pourra éviter le béton, mais nous, enfin vous, enfin bref, tout le monde, les architectes, on n'est pas tout seul. On construit, on n'est pas des artistes qui ont leur palette et puis leur toile et puis on est les concepteurs et les exécutants de notre œuvre. Il y a quand même le monde du travail, le chantier, les entreprises. Et ça, c'est une inertie énorme. Et en grande partie, en tout cas en France, et je dirais dans les pays d'Europe, en Europe occidentale, en Europe, l'outillage moyen de l'entreprise de construction, il est orienté sur le béton. Une entreprise, elle a une bétonnière, elle achète du ciment. Malgré, c'est pas en appuyant sur un bouton, en faisant un nouveau décret qu'on va changer les choses. Alors, il faut faire des expériences, etc. Mais il y a une formidable inertie par rapport à ça. Oui. En fait, la question que j'avais, c'était ce qui est curieux en fait avec la Terre, c'est que si on prend le matériau zinc, il y a une histoire dans l'ouverture. Aujourd'hui, on arrive à ramener sur la façade. On la met sur la façade sans créer de nouveaux DU, parce que en fait, il y a une tradition, des coutumes, des usages qui permettent de le mettre en place. La Terre, c'est la même chose. À Lyon, on a des milliers de bâtiments en terre, et je ne vois pas pourquoi il n'y a pas une étude de fait qui permettrait de construire en terre, y compris un gros bâtiment, par exemple. Un DTU, ça veut dire document technique. C'est quoi? C'est ce qui vous permet de construire. Moi, je ne suis pas dans la culture française. C'est ce qui rassure les maîtres d'ouvrage. C'est pardon? En gros, c'est ce qui rassure les maîtres d'ouvrage. C'est ce qui rassure le maître d'ouvrage. C'est qu'il y a une norme qui garantit en fait la conformité, on va dire, d'un système de construction qui vous dit ça ne va pas vous tomber sur la tête dans les 3 semaines qui viennent. C'est ça, le DTU. Alors oui, alors il y a le DTU, ça veut dire en fait tout l'appareil réglementaire, administratif, juridique, etc., qui est quelque chose d'un peu abstrait, mais qui contraint complètement effectivement la construction. Comme les règlements de pompiers contraignent la conception un peu ouverte, un peu libre de certains édifices, mais c'est une dimension aussi, hein. Vous avez raison de dire ça, c'est une dimension qui n'est pas abstraite, c'est du vrai, c'est pas une fiction, les réglementations, c'est des textes, c'est des mots, mais c'est des mots qui vous disent il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, c'est ça, c'est des lois, c'est des lois. Alors il faut changer les lois aussi. Vous savez, dans l'histoire, pour changer les lois, il faut faire des révolutions. Bon, on va essayer. En matière d'architecture, je ne sais pas si on peut, mais vous avez raison, c'est bien.